Quelle place qu'occupe le Burundi d'après l'indice d'émergence au niveau d'Afrique? La réponse avec professeur El Moussaoui, conférencier lors de la 5e édition de l'Economic Summit 2023 organisée par l'Agence du développement du Burundi, la Chambre fédérale du commerce et d'industrie du Burundi, le Centre pour le développement et l'entreprise CDE en sigle, et d'autres partenaires. Je vous prie plutôt d'écouter le professeur El Moussaoui. Alors donc, je vais commencer d'abord par le constat. En fait, d'après l'indice d'émergence en Afrique, le Burundi occupe la 46e place sur 54 pays. Et donc il a un score de 38 sur 100, ce qui fait qu'il est plutôt dans le groupe des pays qui sont vraiment très en retard sur la question de l'émergence. Donc ça, c'est le constat. Alors, pourquoi on a ce retard-là d'émergence? Tout simplement parce qu'on a des problèmes au niveau du système politique, il y a de l'instabilité, il y a un problème au niveau de, on va dire, des capacités institutionnelles de l'État, c'est-à-dire qu'on a un problème au niveau de la gestion de l'administration, la politique macroéconomique, etc. On a un problème au niveau de capital humain, donc la qualité du capital humain n'est pas satisfaisante, même si quantitativement il y a du progrès. Et on a aussi un problème au niveau des inégalités sociales. Je crois que vous l'avez déjà constaté. Donc, inégalité au niveau de l'accès aux services de base, eau, électricité, éducation, etc. Et puis, on a un problème aussi donc, au niveau de ce qu'on appelle, comment dirais-je, la qualité de l'enseignement supérieur. Ça, c'est très important, malgré les investissements louables du gouvernement. Très bien. Alors maintenant, comment résoudre tous ces problèmes-là? La stratégie consiste à donner plus de liberté d'action au secteur privé. Il faut vraiment que le secteur privé soit au cœur du processus d'émergence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de stimuler les entreprises publiques, il va falloir soutenir les entreprises privées. Que ce soit les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises, il faut vraiment qu'il y ait un climat d'affaires dans lequel ils peuvent s'exprimer librement, leur réduire la pression fiscale, l'harcèlement réglementaire, et bien évidemment, donc, améliorer la qualité des prestations de l'administration, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'amélioration de la qualité de la gouvernance, notamment la réduction de la corruption. Donc, il faut que le secteur privé soit l'acteur principal. Ça, c'est vraiment la philosophie de la stratégie. Deuxième chose, donc, pour que ce secteur privé soit efficace, eh bien, il faut leur donner les moyens. C'est quoi les moyens? Eh bien, il faut deux choses. Premièrement, il faut qu'il y ait un investissement dans le capital physique, c'est-à-dire les infrastructures. Je sais qu'il y a des efforts, etc., qui ont été faits, mais ce n'est pas suffisant. Donc, si je vous donne un chiffre, par exemple, vous le savez certainement, sur les 12 km de route qui existent au Burundi, 11% seulement, 7% seulement qui sont goudronnés. Donc, vous imaginez la quantité de travail qui reste à faire, bien évidemment. Après, donc, quand on dit capital physique, infrastructure, il faut aussi penser à quoi? À l'entretien. Il ne suffit pas de construire une route, un aéroport, etc. Il faut l'entretenir. Sinon, tout l'investissement il sera perdu et on sera obligé de recommencer à zéro. Vous comprenez? Donc, améliorer la quantité et la qualité des infrastructures. Donc, ce qu'on appelle le capital physique. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que parfois, on peut construire les aéroports, etc. Mais si les gens qui s'occupent de la gestion de l'aéroport ou de l'hôtel, ils ne sont pas bien formés, qu'est-ce qui va se passer? On va faire fuir les clients, on va faire fuir les touristes. Donc il faut aussi investir en quoi? Dans le capital humain. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'améliorer la qualité de l'éducation, de l'enseignement supérieur, et donc d'offrir des formations qui sont vraiment calées sur le marché de l'emploi, les besoins de l'économie burundaise, etc. Par exemple, juste entre parenthèses, donc si on veut développer l'agriculture au Burundi, est-ce que c'est logique de continuer toujours à former des fonctionnaires? Est-ce que ce sont les fonctionnaires qui vont labourer? Bien évidemment, donc il faut, si on veut se positionner sur l'agriculture, il faut développer par exemple des lycées agricoles. C'est ce que les pays qui ont fait leur révolution agricole, par exemple les pays asiatiques, lorsqu'ils ont développé leur agriculture, ils ont fait ça grâce à la formation et la recherche. Donc ils ont mis en place des écoles spécialisées pour l'agriculture. Ils ont financé la recherche agricole. Par exemple, je suis dans un pays où il y a la sécheresse. Ce n'est pas pour autant que je vais abandonner l'agriculture. Donc il faut que je développe des variantes de céréales ou de maïs qui supportent la sécheresse.
Et donc ça vient avec la recherche scientifique, etc. Mais il faut les aider, les scientifiques. Donc voilà, il faut investir dans le capital humain pour améliorer, bien sûr, donc sa qualité. Mais parallèlement à ça, il faut aussi améliorer le cadre réglementaire et le cadre légal. C'est très important parce que les investisseurs, le Burundi ne pourra jamais s'en sortir tout seul. Il faut attirer les investisseurs étrangers. Et ça ne veut pas dire qu'on doit, en tant que Burundais, renoncer à notre souveraineté. Au contraire. Donc lorsqu'ils vont venir, on va mettre en place un cahier de charges. Voilà, vous voulez gagner tant d'argent, mais vous devez me créer tant d'emplois. Je vous donne un exemple, l'expérience marocaine. Vous connaissez le port Tangémel, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Donc d'abord, à l'époque, c'était une région qui était pauvre. Il n'y avait pas d'emploi, etc. Et souvent, comme c'était proche de l'Europe, la majorité des jeunes, c'était des immigrés, enfin des immigrants clandestins. D'accord? Très bien. À partir de milieu des années 2000, le gouvernement marocain, il a créé un port. Et ce port, à côté de lui, il y avait une zone industrielle. On a ramené des investisseurs étrangers, par exemple Renault, donc qui produit des voitures. Et donc maintenant, 10 ans après, aujourd'hui, quel est le premier pays producteur de voitures? Eh bien, c'est le Maroc. Dans cette région-là, où il y avait juste l'immigration clandestine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je m'appuie sur les investisseurs étrangers, eh bien, je peux résoudre le problème de la croissance, le problème de l'emploi et les inégalités même territoriales. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre sur le plan, on va dire, démagogique, etc. Ouais, c'est une question de souveraineté. Non. Il faut s'ouvrir sur le monde, bien sûr, profiter des expériences des autres. Et pendant que j'apprends le métier, comme on dit, pendant que je profite de leur investissement, eh bien, je développe mes propres investissements. Et après, dans 15 ans, 20 ans, je vais devenir autonome. C'est vrai ou pas? C'est comme la Chine. La Chine, s'il a fait le même raisonnement, bah écoutez, bon, moi, je ne vais pas ouvrir le marché aux investisseurs étrangers, est-ce qu'il serait aussi développé qu'aujourd'hui? Bien sûr, c'est impossible. Donc, il faut s'ouvrir sur l'investissement étranger. Mais pour que l'investisseur étranger accepte d'investir au Burundi, qu'est-ce qu'il faut? Mettez-vous à leur place. Il faut qu'il soit confiant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va lui donner confiance? C'est le cadre légal. Est-ce que, par exemple, donc s'il investit 1 milliard de francs burundais, est-ce que c'est protégé? Est-ce que peut-être demain, il y a, je sais pas moi, un fonctionnaire de l'administration fiscale qui va lui faire un redressement fiscal, il va perdre tout son argent? C'est sûr que si je sais ça à l'avance, je ne vais pas venir au Burundi, on est d'accord. Donc il faut donner des garanties aux investisseurs étrangers. Et ça vient avec la qualité, d'abord des lois et les chartes sur l'investissement. Deuxièmement, moins de pression fiscale. Troisièmement, il faut que les réglementations aussi soient légères et soient flexibles. Donc si on arrive à améliorer le cadre institutionnel, bah, bien évidemment, donc les investisseurs ils vont voir des projets, des possibilités de créer des entreprises, et donc ils viendront investir, et donc lorsque le premier, le deuxième arrivera, eh bien les autres y suivront. C'est ce qui s'est passé exactement à Tanger au Maroc. Il y avait au départ 3 ou 4 entreprises dans le secteur de l'automobile. Aujourd'hui, il y a 500. Pourquoi? Parce qu'ils voient que les autres gagnent de l'argent dans cet endroit-là. Bah, pourquoi moi je vais m'en priver? Vous voyez? Donc il faut améliorer le cadre institutionnel, c'est ce qu'on appelle le capital institutionnel, d'accord? Avec le capital humain, avec le capital physique, infrastructure, eh bien on va accélérer bien sûr la convergence vers l'émergence et le développement. Alors, est-ce qu'il peut y arriver? Dans l'absolu, oui. Parce qu'avant le Burundi, il y avait des pays qui étaient plus pauvres. J'ai fait référence tout à l'heure aux pays asiatiques dans les années 50-60. Donc, par exemple, la Corée du Sud, à l'époque, les gens, ils avaient un seul repas. Je crois que maintenant, les Burundais, ils mangent quand même voilà, 2-3 repas. Donc si vous faites la comparaison, vous voyez, donc on est à un stade qui est meilleur quand même que ce qui était le cas des Coréens du Sud. Et donc, si tu es pauvre, eh bien tu peux devenir un pays émergent, à condition que tu choisisses la bonne stratégie, à condition que tu aies un leadership. S'il n'y a pas, on va dire, un dirigeant qui œuvre pour l'intérêt général, ça n'arrivera jamais. Donc par exemple le Rwanda, je crois que peut-être le Rwanda il va y arriver plus vite que le Burundi. Pourquoi? Parce que quand même Paul Kagame, on peut le critiquer, il n'y a pas de souci, il y a pas mal de choses, mais je pense qu'en termes de leadership, et là ce leadership qui va permettre de tirer tout le pays derrière lui en fait. Ça c'est très important, d'accord? Ensuite, donc il faut, comme on a dit, donc changer un petit peu donc, les règles du jeu, d'accord, qui organisent toute l'activité économique.
toujours dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire simplifier, simplifier, simplifier. Plus tu vas simplifier, plus tu vas attirer de l'argent. Voilà, sans rentrer dans les détails techniques. Tu simplifies la fiscalité, tu simplifies les autorisations, les permis, eh bien, les formalités administratives, eh bien, les gens, ils vont... Et pas uniquement les étrangers, les Burundais eux-mêmes, qui peut-être tu dis, ah, il n'y a pas d'entrepreneurs au Burundi. Il y en a. Mais le problème, c'est qu'ils n'osent pas ou ils sont découragés. Donc, ils abandonnent. Et tu as l'impression qu'il n'y a pas d'entrepreneurs. En fait, il y a des entrepreneurs, mais ils sont malheureusement donc découragés, dissuadés par les formalités, par la fiscalité. Donc, si on enlève ces cailloux-là de leurs, je dirais, chaussures, si j'ose dire, eh bien, ils pourraient...